éminent spécialiste en microcirculation qui est mondialement connu comme spécialiste de... Bonjour à tous. D'abord, je tiens à remercier très chaleureusement les organisateurs chinois et français de ce forum, qui est effectivement un moment très important pour le développement des échanges. Je voudrais donc focaliser ici mon exposé sur la question de la recherche clinique, avec quelques réflexions qui sont centrées sur la nécessité de préparer les médecins à la recherche clinique et de voir finalement pourquoi on doit préparer les médecins, les former à la recherche clinique, alors qu'on pourrait penser au départ que c'est quelque chose de tout à fait naturel dans leur pratique. Mais ce qu'on voit d'expérience, c'est que beaucoup d'éléments sont plus complexes ou en tout cas différents de ce qu'ils ont dans la pratique. Le premier point, c'est que la recherche clinique part bien souvent de questions médicales pratiques et il faut, à partir de là, que les médecins soient aptes à proposer la construction d'un certain nombre de démarches scientifiques qui permettent ensuite de faire évoluer leur pratique vers d'autres stratégies ou d'autres dispositifs médicaux ou d'autres traitements basés sur une démonstration réellement rigoureuse. Dans cette démarche, en fait, à partir de l'idée initiale, questionnement du médecin clinique, il va y avoir nécessité de la construction d'un protocole de recherche, il va y avoir nécessité de trouver le promoteur, le budget pour faire cette recherche, ensuite de pouvoir gérer cette recherche pour aller finalement vers la démonstration d'une avancée médicale qui sera publiée et pourra être diffusée au niveau mondial. À chacune de ces étapes, eh bien, il y a un certain nombre d'éléments dont les médecins investigateurs cliniciens, chercheurs cliniciens, doivent être conscients pour les anticiper. En fait, c'est nécessaire parce que si on prend la première étape de la construction d'une recherche clinique, c'est-à-dire la construction du protocole, finalement, la démarche est assez fondamentalement différente de la démarche de pratique clinique. La démarche de pratique clinique est souvent basée sur le fait qu'on essaye d'analyser chaque patient, c'est finalement, on essaye d'optimiser le traitement de façon individuelle, c'est pas systématique. Et la démarche protocolisée, c'est finalement exactement le contraire. C'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir une démarche qui est extrêmement rigoureuse, systématique. Dans la pratique clinique, eh bien, les informations qui sont collectées pour le patient le sont d'une façon qui n'est pas forcément exhaustive. C'est exactement le contraire auquel le médecin investigateur de recherche clinique doit se préparer. Et finalement, la démarche fondamentale de la recherche clinique est une démarche de test d'hypothèse, alors que la démarche, je dirais, médicale classique est plutôt une démarche d'essai-erreur avancée, finalement, en apprenant à chaque fois de ses erreurs et de ses succès. Ici, on va devoir, d'une certaine façon, changer la pratique, et il faut, et c'est très important, que le médecin qui est l'investigateur clinicien, et je dois dire, je suis pour ma part méthodologiste et statisticien, mais je pense que l'important dans la recherche clinique, dans la démarche de recherche clinique, c'est l'investigateur clinicien ou biologiste, si on s'intéresse évidemment à la biologie, mais c'est de là dont part la bonne question, c'est de là dont part la bonne démarche, et pour que ceci se passe bien, il faut justement que nos jeunes investigateurs cliniciens soient préparés à la démarche. Et c'est toute la nécessité de leur enseigner les différents éléments de cette démarche. Alors, il y a un autre point auquel nos jeunes cliniciens investigateurs ne sont absolument pas préparés, c'est l'estimation d'un budget. L'estimation d'un budget, finalement, c'est important parce que bien souvent,
les idées arrivent, elles sont bonnes, et on se rend compte que la façon dont elles sont pensées les rendent absolument infaisables. Il faut donc que les personnes qui conçoivent la recherche clinique anticipent à chaque fois les coûts. Et ces coûts, finalement, ils ne peuvent pas les baser sur l'estimation qu'ils en ont en pratique courante. Parce que dans la recherche clinique, il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus chères que ce qui se passe en pratique courante. Et les éléments qui sont plus chers sont liés à des nécessités de la recherche clinique qui sont différentes, qui sont en particulier toute la nécessité d'assurance qualité au sens très large du terme, c'est-à-dire que dans une recherche clinique, par exemple, tout doit être tracé. Tous les éléments, depuis, je dirais, le médicament jusqu'à chaque acte qui est fait, doit être tracé de façon parfaite. La collection des données doit être faite d'une façon beaucoup plus exhaustive que dans la pratique courante, et ceci a un coût. L'assurance qualité nécessite aussi que ces données soient vérifiées par des équipes extérieures et indépendantes de l'investigateur, et cela a un coût non négligeable. Et donc tous ces éléments-là sont des éléments qui sont à anticiper lorsqu'on pense à un projet de recherche. Et là encore, on peut que constater que dans la formation, je dirais, traditionnelle de nos chercheurs cliniciens, en tout cas des jeunes chercheurs cliniciens, ces aspects-là ne sont jamais considérés. Alors, il y a un autre point, c'est que les investigateurs doivent être aussi conscients du fait que dans la recherche clinique, la qualité qui est demandée, l'exhaustivité qui est demandée, va demander en termes de personnel dédié un investissement qui est beaucoup plus important que ce qu'il pouvait avoir dans une pratique habituelle. L'autre point, c'est l'acceptation de ce qu'est une gestion d'un protocole de recherche clinique. Et là encore, la gestion d'un protocole de recherche clinique est quelque chose de beaucoup plus rigide que ce qu'on a en pratique clinique habituelle. Il y a toute une série de règles mises en place par les comités de protection des personnes, par les agences réglementaires de régulation, qui font que si on n'est pas préparé à ces règles, on va les ressentir comme un élément de rigidité qui rend l'étude infaisable. Je n'en prendrai qu'un exemple. Très souvent, j'ai des collègues investigateurs qui me disent « Ah, je ne peux pas signer le consentement, moi-même, je n'ai pas le temps. » Et là, il faut leur faire comprendre que s'ils sont investigateurs, leur responsabilité, c'est qu'eux-mêmes signent le consentement, évidemment, avec le patient. Ces éléments-là sont parfois difficiles à faire accepter dans l'organisation générale d'un essai si les personnes ne sont pas préparées avant à anticiper l'organisation de leur étude en fonction de ces règles qui sont des règles absolues. Et je dois dire que, encore une fois, dans mon expérience, je vois complètement la différence entre l'acceptation de toutes ces règles par des personnes qui ont été informées et formées précédemment à une étude par rapport à des personnes qui n'ont jamais fait d'études ou qui, par exemple, n'ont jamais été formées spécifiquement à ça. Alors, dans la gestion de l'essai, il y a aussi un aspect qui souvent apparaît comme extrêmement rigide, c'est l'aspect d'analyse des données. Et en tant que statisticien, j'y suis souvent confronté. Par exemple, on demande à ce qu'il y ait la définition d'un critère principal, on demande à ce qu'on ne multiplie pas les tests statistiques dans une étude. Il y a des bonnes raisons à ça. Pour la personne qui ne connaît pas ces bonnes raisons, eh bien, c'est très difficile de l'accepter. Accepter qu'on définisse le résultat d'une étude simplement sur un critère principal, ça peut être très difficile à accepter si on n'a pas pris le temps d'expliquer avant les raisons extrêmement bonnes statistiques qui sont derrière ces choix. Alors, finalement, pour terminer, je voudrais simplement souligner ce point. La formation des médecins à la recherche clinique
est un élément certainement essentiel si on veut pouvoir développer au maximum la potentialité de recherche clinique dans tous les hôpitaux. Le deuxième point, c'est que cette organisation de la recherche clinique doit être, sur certains aspects, extrêmement centralisée. Par exemple, la gestion administrative peut être centralisée, la pharmacovigilance ou la matériovigilance des études peut être tout à fait centralisée. Par contre, ce qui, de mon point de vue, doit être local, doit être géré au niveau le plus proche des investigateurs cliniciens, c'est la gestion quotidienne des études. Et de ce point de vue-là, ce binôme entre une organisation centralisée sur certains aspects et délocalisée sur d'autres me semble l'organisation idéale, en plus évidemment de la formation des jeunes médecins à la recherche clinique. Je vous remercie de votre attention. Merci de votre intervention, M. Vico. On sait bien qu'en France, il existe, je crois, il y a plus de 10 ans déjà, des centres d'investigation clinique qui sont investis conjointement par l'INSERM et les hôpitaux de Paris, par exemple, ou d'autres groupes hospitaliers. Donc, je crois que cette sorte de type d'organisation qui a beaucoup contribué au développement des recherches cliniques. Peut-être vous savez qu'on est dans l'hôpital Weijing, on a aussi un chantier qui est en construction qui va devenir une des plateformes nationales de médecine transnationale qui est investi par le gouvernement central, l'hôpital Weijing et le municipalité de Shanghai avec à peu près 900 millions de yuan pour cet développement. Je crois qu'on a dans cette filière, on a beaucoup de choses à coopérer ultérieurement. Merci. Absolument, merci beaucoup.